Donc on avait attendu pendant 2 ans de combat avec le ministère de la Culture, surtout le ministère de l'Environnement, pour avoir un permis spécial pour aller voir dans la zone rouge. On leur avait expliqué les enjeux. Si on trouve Paititi ici, ça peut bouleverser toute l'économie, toute l'image du Pérou, etc. Mais les autorités avaient peur qu'on se fasse massacrer. Et d'ailleurs, l'hélicoptère arrive. À un moment donné, donc on va vers la zone rouge et on se fait flécher par des natifs. Depuis l'hélicoptère, hein, ils avaient leurs grandes lances. On avait en fait enquiquiné des chasseurs qui étaient dans des arbres. Et on voit le mec comme ça tournoyer dans l'arbre. Il n'était pas content, il nous a balancé des flèches, etc. Et donc, après 2 semaines de Mameria, on va dans la zone rouge où on pensait avoir localisé Paititi. Quelques mois auparavant, on avait fait le survol avec une alouette de toute la zone pour voir où on allait établir le camp de base. Et donc là, ça a été la grande déception, puisque aucun indice de la présence des Incas. Une presqu'île, tu vois, qui était bordée par 2 réservoirs naturels, mais la presqu'île, elle était pas si intéressante une fois arrivée sur... elle était intéressante pas vue depuis Google ou depuis des cartes d'état-major, mais sur le terrain, une petite presqu'île de 150 mètres, 200 mètres d'altitude, avec du terrain instable. Jamais les Incas seraient venus là, et vraiment ça a été une grosse déception pour tout le monde. On est resté 4-5 jours là et on avait compris qu'on n'allait rien trouver, donc on a rappelé l'hélicoptère et on est rentré à Cusco. Et donc grosse déception. Mais malgré tout, on s'est dit il faut continuer, parce que ce qu'on a vu dans la vallée de Laco, ça nous a énormément interpellés. Donc dès le mois de... ça c'était mai-juin 2009. Dès le mois de juillet, on est déjà avec des mules, avec Herbert et José Casafranca. Moi j'ai rencontré José Casafranca en 2009 à l'occasion de cette campagne. Et c'est devenu, on s'est fait un juramento, un serment de fraternité en pleine forêt amazonienne, et c'est devenu le vice-président de l'Institut Incari. En juillet 2009, donc on repart à Laco avec des archéologues et on commence une exploration systématique de toute la région. Et on tombe vraiment sur des sites archéologiques extraordinaires. On trouve des forteresses, on trouve des centres de production agricole, on trouve des nécropoles, et puis on trouve des petites cités Incas complètes, encore une fois, peuplées de centaines d'édifices, avec des petites rues, avec des places. Et 2009, 2010, 2011, et on se dit, alors, on trouve tellement de ruines qu'on arrive à 3-4 expéditions par an. Il faut, et on essaie d'y aller tant qu'on peut, on essaie de financer avec peu de choses. Et on a vraiment l'impression d'être arrivé là, dans une zone qui devait être contrôlée par un site principal, quelque part au nord-ouest de cette zone. Et donc 2009, 2010, en 2010 on arrive aux frontières du sanctuaire national de Megantoni, qui est la prolongation occidentale, on va dire, du parc national du Manu, qui a été créé, le sanctuaire de Megantoni, en 2004. Et là, aux bordures du sanctuaire de Megantoni, à partir de 2010, on rencontre des Matsiganga qui nous parlent d'une montagne un peu plus au nord, au sommet de laquelle il y a beaucoup de ruines. Et on nous parle également de cette montagne qui s'appellerait Yanaorco. Et donc, à partir de 2009, 2010 plutôt, on va organiser des expéditions pour essayer d'atteindre cette montagne, ce point, mais on ne savait pas où c'était. Et donc, on se fie un peu à notre feeling, à tous ces sites qui semblent se suivre à la chaîne comme ça. Et il y avait des chemins Incas de pierre. Des fois, la montagne, elle est taillée en marche, en escalier. Ce chemin qu'on appelle le Capacnian, c'est-à-dire les routes royales de l'Empire Inca, que l'on suit comme ça. Et alors, on fait ça pendant
4-5 ans, et avec le ministère de la Culture, on va comme ça officialiser la découverte pour la science d'une quarantaine de sites archéologiques. Et alors certains détracteurs qui, à l'occasion de l'affaire de Nazca, nous disent qu'on fait rien, etc., ben, je les renvoie aux archives du ministère de la Culture, parce que chaque projet fait l'objet d'un projet de recherche, tel que celui-ci, ça c'est celui de cette année, de 2018, et après chaque campagne, tu dois faire un rapport final, donc, où tu expliques toutes les recherches, tu fais des croquis, des photos, etc., tu référencies tous les sites. Et je dois dire aussi que dans ces expéditions, on est accompagné par des superviseurs du ministère de la Culture qui notent tout, etc. Et donc on a eu vraiment, on est tombé sur des sites, mais t'as pas idée, avec des temples, les parois sont jaunes, mais pas comme de la peinture, mais ce sont des lichens microscopiques, mais qui te donnent une personnalité à ces sites, à ces temples incroyables. On est tombé sur des sites avec des temples qu'on ne trouve même pas à Machu Picchu. Je pense notamment à un temple qui a 2 rangées de niches, et qui doit comporter à peu près une 50aine de niches. Tu vois. Et alors c'est intéressant parce que dans une grande partie, une grande proportion de ces sites, les niches, elles ne sont pas trapézoïdales, comme à l'époque classique des Incas, ce qu'on appelle l'horizon tardif, ce que l'on voit dans Machu Picchu par exemple, mais elles sont plutôt rectangulaires, légèrement trapézoïdales. Et ça, c'est un signal qui nous montre qu'on est dans du pré-Inca, donc des cultures qui sont plus anciennes. Et on a donc suivi comme ça pendant plusieurs années, jusqu'en 2011, on va au cœur du sanctuaire de Megantoni. On tombe sur une zone très comparable à Mameria, avec des cultures en terrasse, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on ne trouve aucun petit établissement. À Mameria, il y a des dizaines de kilomètres carrés de culture en terrasse, mais on tombe sur des petits villages quechua, toi, des paysans de l'époque qui avaient fait leurs cabanes, etc. Et donc on a encore les fondations aujourd'hui encore. À Megantoni, sur les rives du Kusirini, en 2011, on tombe sur aucun de ces cabanes, de ces édifices. Donc, mais pour autant, il y avait énormément de murets, de culture en terrasse, et on s'est dit, il y a forcément un site important, enfin un site en tout cas, un établissement permanent. Et donc on avait vraiment l'impression que le site principal était tout proche. Et moi je m'étais dit, bon ben quand je pense qu'on sera arrivé à peu près, j'irai enquiquiner mes amis de Spotimage pour leur demander de nous réaliser des clichés de cette zone. Et alors en 2009, juillet 2009, quand on commence à faire cette exploration, on a déjà la sensation de la présence d'un site permanent, mais là on était dans un rayon on se disait c'est dans un rayon de 50 km. À partir de 2011, on a vraiment l'impression qu'on est dans un périmètre plus réduit qu'un département français. Donc au retour de l'expédition de 2011, j'envoie des messages à Isabelle Guidolin et Anne-Marie Bernard, c'était les deux responsables du service communication de Spotimage, alors Astrium, et je leur demande s'ils peuvent me fournir des images. On recherche une montagne et je donne la localisation. Au retour de la campagne 2011, c'est le mois d'août, je tombe sur l'affaire, je suis contacté par David Crespi, qui pense avoir découvert une porte secrète à Machu Picchu. Donc entre août 2011 et toute l'année 2012, on va être accaparé par l'affaire de Machu Picchu. Et en juin 2012, Spotimage m'envoie les images que j'avais demandées. Alors il s'y était pris à plusieurs reprises, mais bon, il y avait un plafond de nuages, donc on ne voyait pas grand chose, donc ils avaient fait plusieurs tentatives, tu vois. Sauf qu'en juin, l'image nickel, etc. Quelle n'est pas ma surprise, Stéphane, je t'assure, mais
de voir sur la photo satellite, là où on avait indiqué à Spot Image, la fameuse montagne de Yanaorco, quelle n'a pas été notre surprise de voir la montagne carrée, une montagne de forme carrée, qui pète aux yeux, qui saute aux yeux, qui semble défier même le relief, tu vois. Et alors, ce qui m'a encore plus étonné, c'est qu'à l'examen de cette montagne, on s'est aperçu qu'il y avait 2 lacs jumeaux à quelques centaines de mètres. Et il y avait en plus un étrange lac carré. Or, ce lac carré, on en entend parler depuis une 50aine d'années. On dit qu'il est très lié à la localisation de Paititi. Et il y a pratiquement tous les chercheurs de Paititi, de l'histoire contemporaine, recherchent le lac carré dans le parc national du Manou. Et généralement, ils le recherchent dans cette zone, c'est-à-dire au sud de Mameria. Parce qu'un prêtre, Polentini, un pseudo-chercheur qui a fait beaucoup de mal à l'archéologie péruvienne parce qu'il a beaucoup saccagé, et c'était plus un waquero qu'autre chose. J'ai eu beaucoup de problèmes avec lui dans ces années-là. Bref, beaucoup de gens qui recherchaient la lagune carrée. Quelle n'a pas été ma surprise de voir qu'elle était à proximité de la montagne carrée et des fameux lacs jumeaux. Et on s'est dit, mais ça correspond à ce que l'on sait de la localisation de Paititi. Et puis cette montagne qui semble avoir été rasée comme ça, on se dit mais ça doit être ça. Et donc à partir de 2013, on essaye d'organiser une expédition pour atteindre la montagne carrée. Et on part grâce à un certain Nicolas qui nous a financé, et puis des internautes. On avait fait, je crois, un Ulule à cette époque. On avait pu avoir 15 000 € pour financer cette opération, plus notre ami Nicolas. Et alors on prépare l'expédition, on va visiter une communauté native Matsiganga qui s'appelle la communauté de Timpia, qui est sur le rio Urubamba. Quand tu passes le Pongo de Maniqué, avant le Pongo de Maniqué c'est Alto Urubamba, tu passes le Pongo de Maniqué. Alors un pongo c'est un canyon, hein, c'est absolument féerique. Et Herzog a tourné Aguirre, la colère de Dieu, dans le Pongo de Maniqué, notamment il y a des scènes époustouflantes, parce que ça tourbillonne, c'est considéré comme une porte vers un inframonde, d'après les Matsiganga, le Pongo de Maniqué. Et donc, puis quand tu es dans la sortie du Pongo, tu as une montagne en forme de profil de gorille. Donc c'est vraiment très hollywoodien. Et on va voir nos amis de Timpia. On leur montre les photos satellites de la montagne carrée et des lagunes. Et je me souviens, on avait une réunion autour d'une table, et je me souviens de leur regard entre eux. Ils souriaient et ils nous disaient c'est ça qu'on cherche. Parce que figure-toi qu'en 2004, c'est la création du sanctuaire national de Megantoni. Mais ça signifie que avant de créer Megantoni, ils avaient fait la délimitation, et en 2003, ils avaient organisé, notamment avec les habitants Matsiganga de Timpia, 2 expéditions pour essayer de localiser Paititi. Et ils recherchaient les lacs jumeaux. Et ils n'avaient pas trouvé les lacs jumeaux. Ils avaient pourtant un hélicoptère. Et ils s'étaient posés, et puis ils s'étaient éparpillés comme ça dans plusieurs directions. Ils n'étaient pas arrivés là. Et ça, ils nous l'expliquent. Et j'ai toujours été convaincu que le gouvernement de l'époque a délimité cette partie de la forêt amazonienne, sachant que très probablement Paititi se trouve quelque part là, et une manière de protéger le site et ses abords, tu vois. Et donc on a organisé une expédition, une campagne en octobre-novembre 2013. On est resté 1 mois dans la forêt
avec les Matsigenga, il y avait des Achalinka, il y avait aussi des Kukapakuris. Les Kukapakuris, ce sont des natifs qui vivent dans les sources un peu plus au nord-ouest, on va dire, de la montagne carrée. Ils vivent presque à l'état de nature, hein, ils n'ont pas d'habits et ils sont relativement agressifs, ils se font la guerre entre eux. Et certains des Kukapakuris, des sources du Rio Timpia, sont allés se réfugier il y a quelques années dans la communauté Matsiganga de Timpia. Et donc on a pu partir en forêt avec une partie de ces gens-là. Et je peux te dire que ça a été l'une de mes plus belles expériences d'expédition, parce qu'on n'était que 3-4 hommes modernes, et 80% c'était des natifs. Et ils nous ont raconté leur vie, et bon, leur mode de vie, et leurs croyances. Moi je notais aussi leur vocabulaire, des choses comme ça. Et ils allaient chasser, on a vraiment vécu une symbiose avec eux, ça a été magnifique. Et les Kukapakuris, donc, ils connaissaient la montagne, mais ils ne savaient pas ce qu'il y avait en haut, parce qu'il n'y avait pas de raison d'y aller dans la forêt. Tu sais, ils vont chasser, et ils ont donc ou pêcher, ils ont leur sentier, leur trochas, comme on dit, et ben, ils n'en sortent pas, sauf que si le gibier migre dans une autre zone, tu vois. Et donc, en 2013, on a dû s'approcher d'une trentaine de kilomètres, une vingtaine de kilomètres de cette fameuse montagne. Et malheureusement, on n'a pas pu aller plus loin. Mais on a eu quand même des informations, parce qu'ils nous parlent d'une montagne, un altiplano bien taillé, et ça correspond à la montagne carrée, tu vois. Et au sommet de laquelle il y a des ruines monumentales. On dit les ruines que tu cherches sont là, les ruines de Pantiacoya. Et puis des témoignages de gens dans un petit village sur les rives du Rio Rubamba, avant le Pongo. C'est un port fluvial qui s'appelle Ibochote, c'est de là que tu pars en pirogue pour aller, ou en beauté pour aller dans ces zones-là. Et des témoignages qui disent qu'ils ont croisé quelques mois auparavant des natifs à moitié nus avec des naringueras, des objets en or. Et ils nous disent d'où viennent ces objets en or. Et ils nous parlent, sans le connaître, d'un altiplano bien taillé, tu vois. Et donc, on a essayé de repartir en 2014, et en 2014, on s'est trouvé face aux narcotrafiquants. On a eu vraiment chaud, parce que on est arrivé, on voulait remonter un fleuve, le Rio Ticumpinia, dont les sources étaient à moins de 10 km de la montagne carrée. Et à l'embouchure de ce fleuve, on tombe sur un village, c'est pas vraiment un village, ce sont des baraquements dans la montagne, dans la forêt, Quitaparay, et on trouve une atmosphère vraiment très très électrique, très négative. Et ils nous empêchent de passer. Et ils nous disent qu'il faut demander la permission au chef de la tribu de Savamantiari. Donc on attend quelques jours, et on finit par rencontrer le mec de la tribu de Savamantiari, qui était un frère d'un des Matsigenga de Timpia. Et il nous dit, alors vraiment très très désagréable, il nous dit: je suis le diable. Et il nous empêche de passer, il nous dit: vous savez, nous on est des tribus autonomes, et si vous passez outre notre interdiction, on peut vous flécher, etc. Tu vois, des menaces directes. Donc on reste là quelques jours, 5-6 jours, et puis finalement on fait demi-tour et on essaye d'atteindre la zone par où on avait essayé en 2013, le Rio Chihuanero. Mais on arrive rapidement à la fin de nos vivres, et on décide de revenir à Cusco. Et quelques mois plus tard, en décembre 2014, on apprend qu'il y a eu une opération militaire à Quitaparay. Les militaires ont été reçus à la mitraillette, et ils ont découvert une petite piste d'atterrissage. Et en janvier 2015, ils découvrent à Quitaparay 640 kg de cocaïne. Et bien on s'est dit, on a eu de la chance, parce que si on avait passé outre, comme certains de mon équipe m'y incitaient, eh bien si on avait découvert leur infrastructure, je pense qu'il y a peu
membres de mon équipe qui seraient rentrés vivants de cette campagne. Et je me dis, bah, les choses passent vraiment pour quelque chose. Et puis, donc en 2015, janvier 2015, on présente un nouveau projet aux autorités et pour accéder à la montagne carrée. Alors on avait fait comme ça 4-5 tentatives hein, entre 2011 et 2014 et à chaque fois on s'est ramassé, on n'a jamais pu atteindre la montagne carrée. Alors coupe dans la forêt, tu perds du temps, la logistique, nous on emmène aussi un générateur, alors faut de l'essence pour le faire marcher, pour charger les caméras, puisque depuis le début je pars avec des caméramans, on a archivé tout depuis 2001, on a toutes les expéditions depuis 2001, en format professionnel. Et on a présenté en janvier 2015 ce projet et bah, depuis 2 ans et demi, on est accaparé par les, un peu comme en 2007-2008, par les démarches administratives. Et puis bon, en 2016, il nous est tombé l'affaire de Nazca qui nous a mis en 2016-2017 entre parenthèses. Nos recherches en Amazonie. Et je peux t'assurer qu'on a vraiment hâte de fermer le dossier Nazca et repartir à la recherche de Paititi. Et donc, il y a quelques semaines, on a présenté au ministère de la Culture ce nouveau projet de recherche qui est dirigé par une archéologue qui s'appelle Nancy, qui est la directrice du projet archéologique, parce que c'est la loi. Et là, on est le 24 juillet, et on attend la réponse du ministère de la Culture pour avoir les permis. Alors Thierry, concernant cette nouvelle expédition, est-ce que tu peux nous expliquer un peu quelle sera l'équipe qui sera autour de toi et techniquement aussi, qu'est-ce que ça représente en termes d'infrastructure, en termes de moyens? Alors après diverses tentatives, je dirais pas divers échecs pour arriver à la montagne carrée, parce que en fait on n'est jamais, c'est jamais un échec, parce que on arrive à récolter des indices qui te font avancer. Donc et ça a été le cas dans toutes nos campagnes de recherche. Et en 2014, on s'est quand même dit que atteindre le site par voie terrestre, mission impossible. C'est pratiquement illusoire. En 2011, quand on a pénétré jusqu'au Rio Cusirini, on avait suivi des chemins incas. Et c'est incroyable que dans le cœur de la forêt primaire du sanctuaire de Megantoni, on les voit encore, les chemins incas. Tu vois, ils apparaissent encore en creux parce qu'ils sont empierrés, il y a des petits murets, on les suit. Et dans la zone de Timpia, on n'a pas de traces de chemin comme ça. Et alors la montagne carrée, au sommet de laquelle on pense trouver le site que l'on cherche, elle est entourée d'abysmes de près de 1000 mètres de chute. Et la seule manière de l'atteindre, c'est par la zone des lacs. C'est un agencement assez curieux. Regarde, ici on va dire que c'est la montagne carrée qui est ici. Donc c'est comme un cube de 1000 mètres. Et à l'ouest, il y a un petit plateau de 2 km de long sur 1 km de large qui est pratiquement en contact à la montagne carrée où on trouve les lagunes. Et entre les deux, il y a un petit dénivelé de 200 mètres. Et donc c'est l'unique manière, les lacs, pour arriver à la montagne carrée. Sinon, on n'a que des chutes de près de 1000 mètres. Et on a remarqué entre deux lacs jumeaux, il y a comme une petite île qui semble assez dégagée. Et on s'est dit, c'est l'unique endroit où on peut se faire, descendre par un hélicoptère. Et donc en 2014, on s'est dit, la prochaine fois, ça sera une opération avec hélicoptère. Ce qui veut dire une opération coûteuse. Alors on pensait évidemment à un hélicoptère comme celui qu'on avait utilisé en 2009 avec TF1, c'est-à-dire un Mi-17, un Antonov russe,
qui peut porter jusqu'à une trentaine de personnes, tu vois. Et donc, on a pris contact avec la police nationale et on a signé un accord de coopération avec eux et qui nous a permis de louer l'hélicoptère. Alors c'est évidemment une opération très coûteuse et grâce à un ami, Boris Lalanne, qui était de l'expédition de 2014, on a pu trouver un financement inespéré en la personne d'un avocat de Suisse, Eric Frémont, qui est l'avocat, je crois, de LVMH et qui, je ne sais pas si tu as entendu parler de Solar Impulse, cet avion qui a fait le tour du monde, etc., qui a été de Picard, qui a été financé par Eric Frémont. Auguste Picard, c'est un ami d'enfance justement d'Eric Frémont. Et donc, Boris avait rencontré... Boris Lalanne, c'est un Français qui travaillait à Saint-Barth dans l'hôtellerie et qui avait dans l'hôtellerie de luxe et qui avait rencontré Eric Frémont en 2015 et Boris lui a parlé de notre campagne, etc. et il s'est pris de passion pour cette recherche et il nous a financé pratiquement toute l'opération à venir. Encore une fois, c'est de la providence. Et donc Boris est plongeur. Alors il n'est pas plongeur professionnel, mais il est licencié de plongée, etc. Et il participera à la prochaine expédition comme plongeur pour aller voir ce qu'il en est des lacs jumeaux et du lac Carré, qui sont vraiment très très étranges, parce que les lacs carrés, les lacs jumeaux, ils sont comme ça, ils sont disposés un peu en symétrie, et le lac Carré, qui fait 75 mètres de côté, ce sont des réservoirs qui sont tout le temps remplis, alors que les images satellites ont été prises en juin, c'est-à-dire au cœur de la saison sèche. Et donc, et puis il y a des légendes de Paititi qui prétendent que les Incas auraient jeté une partie du trésor d'Atahualpa, notamment la fameuse chaîne en or de Huascar. Alors on parle d'une chaîne en or de 200 mètres que les Incas, l'Inca Huayna Capac aurait fait fabriquer pour commémorer la naissance de Huascar. Et c'était une chaîne qui était portée par 200-300 bonhommes, tu vois, et qui déambulait dans les rues de Cusco, une chaîne en or avec des petites tulettes, et qui déambulait donc dans les rues étroites de Cusco, un peu pour mimer le serpent. Et cette relique de la civilisation Inca aurait été jetée dans une lagune près de Paititi. Et alors il s'agit peut-être de ces lagunes, près de la montagne Carrée, tu vois. Alors nous, on ne cherche pas d'or, tu vois, mais si on pouvait trouver un objet comme ça représente quand même une pièce archéologique, une pièce historique d'une civilisation disparue. Ce serait fabuleux. Et puis il y a peut-être d'autres choses intéressantes dans les lacs. Donc Boris s'occupe va être chargé de l'exploration et grâce à un ami, Benoît Duverneuil, qui est un Français qui vit à Miami et qui est spécialisé dans la technologie des drones, etc., on a pu avoir le prêt d'un ROV. Un ROV, c'est un drone subaquatique d'une compagnie californienne. Et donc on va pouvoir utiliser cette technologie pour l'exploration des lacs. Et puis on a un archéologue superviseur qui va nous accompagner, Domingo, du ministère de la Culture, pour faire l'exploration de la montagne Carrée. C'est une opération de 15 jours sur place. Tu vois, normalement ce sont des opérations d'à peu près 1 mois, mais on a pu réduire notre maintien en forêt amazonienne de 2 semaines environ grâce à un hélicoptère. Et donc il y a aussi un ami français, Michael, qui a participé au financement de la campagne de 2013 et de 2014, et donc qui participera à la campagne prochaine, qui va aider en logistique à José Casafranca. Et on a notre équipe de tournage, on a notre caméraman tout-terrain, Edouard Valenzuela-Gil, qui est aussi de l'Institut Incaré,
responsable des relations publiques. Et puis on est pour parler avec une chaîne américaine, mais je ne suis pas sûr. Ils veulent nous accompagner pour suivre l'expédition, mais bon, on essaye de rationaliser l'hélicoptère parce qu'on a l'argent pour faire un aller-retour, pas 36. Et donc la logistique. Et puis donc on est à peu près, en gros, une petite dizaine de personnes du monde moderne, si tu veux, et tout le reste, ça va être des Matsigenga, des Ashaninka et des Kukapakuris de la communauté de Timpia qui trépignent de venir nous rejoindre et de participer à cette opération. Et donc l'objectif, c'est d'aller sur la montagne carrée et de vérifier la présence ou non de Paititi, ou en tout cas d'un site archéologique important. Alors c'est un peu comme dans l'affaire de Nazca, je ne vais pas dire Paititi est là, mais comme je l'expliquais, ce n'est pas un hasard si on est tombé sur la montagne carrée. Ce sont on n'a pas trouvé cette montagne avec le pendule, et c'est vraiment des découvertes archéologiques réalisées à partir de 2009 qui nous ont orientés dans cette région et qui nous ont permis de localiser la montagne carrée. Peut-être qu'on se plante tout à fait, peut-être que Paititi est ailleurs, peut-être que Paititi n'existe pas. Certains considèrent que c'est seulement une légende. Et nous, on est quand même assez convaincus. On a un faisceau convergent d'indices de nature essentiellement archéologique, mais également des témoignages qu'il faut toujours prendre en considération, qui nous dit qu'il y a quelque chose de très important au sommet de cette montagne, mais sûrement, s'il y a quelque chose au sommet, il y a aussi des choses intéressantes dans la région des lacs. On veut vérifier. Voilà. Et ce que montrent certaines images satellites qu'on n'a pas diffusées, c'est qu'il y a des structures qui semblent être de nature artificielle et qui pourraient correspondre à un grand centre archéologique. Et voilà, donc on court après les permis depuis 3 ans, et là on pense que le moment est revenu après 1 an et demi, presque 2 ans d'affaires de Nazca qui vraiment nous a énormément stressés. On s'est fait insulter de tout et de n'importe quoi par quelques trous du cul de détracteurs. Et vraiment on languit de retourner vers la forêt amazonienne. C'est plus notre monde que ce monde passionnant qu'est l'ufologie, mais nous on n'est pas ufologue, encore une fois, on fait de la recherche archéologique. Et je pense vraiment que on n'a jamais été aussi proche de la découverte de Paititi. Ma petite étoile, ma voix intime me dit que c'est là qu'il faut chercher le site. Et on se dit, mais quand même, on est en 2018 et jusqu'à aujourd'hui, c'est des zones qui sont quand même très compliquées d'accès, et ça correspond vraiment à ce dont on pourrait s'imaginer Paititi, c'est-à-dire un monde à l'écart des hommes, de la civilisation, que ce soit des Incas, des Espagnols ou du monde moderne. Ça ressemble à ça, tu vois. Et je me dis, bon, si c'est pas là, ça sera très compliqué. Mais je ne vois pas comment on pourrait revenir bredouille de cette campagne. Voilà, et je remercie énormément Éric Frémont, mais aussi Christian Fardou, qui n'est malheureusement plus de ce monde, mais aussi Mario Martinez et Alain Bonnet, parce que c'est vraiment tous ces gens-là, et puis José Casafranca, Herbert et Nicole Cartagena. C'est vraiment toutes ces rencontres qui nous ont conduits jusqu'à la montagne carrée. Sans eux, je ne serais même pas à Cusco, je serais quelque part en France en train d'enseigner l'histoire, la géographie. Tu vois. Et donc voilà le but de la campagne que j'espère pouvoir mener à bien en 2018. Et en tout cas, si ce n'est pas 2018, ça sera 2019. On va insister jusqu'à aller vérifier la présence ou non du site dans la montagne carrée. Écoute, merci beaucoup Thierry pour ces explications tout à fait complètes. Enfin, on se fait une idée voilà, de ce qu'est Paititi, probablement, et de tes objectifs de toujours, ceux qui t'ont fait venir ici au Pérou. Alors bon, j'ai juste à te dire, vamos à Paititi, et
Bah, bon appétit. Et je te dis merde pour cette expédition. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Steph, de cette interview qui était super intéressante. Et puis de t'en parler comme ça, bah, ça me donne encore plus envie à chaque fois que j'en parle d'aller voir ce qui se cache sous les arbres de la montagne carrée. Merci à toi. Merci Thierry.